Bienvenue dans cette vidéo, nous allons implémenter un réseau de neurones en partant de zéro. Donc on ne va pas utiliser de librairies dédiées au machine learning comme PyTorch, JAX, TensorFlow, on va vraiment implémenter en partant de zéro. Dans cette vidéo, je fais l'hypothèse que vous savez ce qu'est un réseau de neurones. Donc par exemple, vous êtes lancé dans le machine learning en tant qu'autodidacte, ou vous êtes directement lancé sur des concepts plus avancés. Donc cette vidéo va permettre de revenir aux fondamentaux, vraiment implémenter le réseau de neurones en partant de zéro. Comme ça, vous pouvez vraiment comprendre tout ce qui se passe lorsque vous utilisez une librairie comme PyTorch, par exemple. Parce que souvent, on croit comprendre ou on a une vague idée de comment fonctionne un réseau de neurones, même pour des scientifiques qui l'ont appris à l'université. On sait ce que c'est le forward pass, le backward pass. On a une vague idée des maths, mais il y a plein de subtilités dont on se rend vraiment compte qu'une fois qu'on l'implémente en partant de zéro. Et du coup, cette vidéo va vous permettre de comprendre toutes ces subtilités. Donc on va l'implémenter en Python. On pourrait très bien adapter ce code en Java, en C++, en n'importe quel langage. Alors certes, on utilise certaines librairies, comme par exemple NumPy. NumPy va permettre de faire des multiplications matricielles, de calculer des exponentielles, par exemple. Donc toutes ces fonctions, si on voulait, on pourrait vraiment les implémenter en partant de zéro, ou en utilisant des packages encore plus basiques. Mais voilà, ici, NumPy va rien faire de spécifique, ou rien faire lié au machine learning. Tout ce qui est machine learning, on va l'implémenter nous-mêmes en partant de zéro, et ce code pourrait être réimplémenté dans n'importe quel langage. Ok, on va utiliser Keras, mais on va juste utiliser Keras pour pouvoir télécharger les données en utilisant le submodule dataset MNIST. Ça vous évite de devoir aller sur Internet, télécharger les images, les mettre dans des fichiers. Ici, ça va tout faire dans un seul code, un seul fichier. Ok, donc on peut commencer par le dur, entre guillemets. On va implémenter notre classe MLP, donc le Multi-Layer Perceptron. Donc, chaque layer est composé de, comme vous le savez, un poids et un biais. Et du coup, ici, l'initialisation est très importante. C'est pas quelque chose dont on se rend forcément compte lorsqu'on, par exemple, si on crée un MLP en PyTorch, ça prend juste une ligne de code. Mais par exemple, ici, l'initialisation est très importante. Ici, c'est l'initialisation de Xavier qu'on appelle ça. Si vous voulez, je pourrais mettre l'article dans la description. Il y a plusieurs façons d'initialiser les réseaux de neurones. Donc ici, on tire les poids et le biais d'une certaine distribution. Donc une distribution normale avec une certaine moyenne et un certain écart type. Et ici, on utilise une certaine initialisation. Mais il y en a d'autres. Et tout ça a été étudié dans des articles scientifiques. Et je vous invite fortement à les lire. Ok, donc on a créé notre poids et notre biais. Donc le biais, la taille du biais, ce sera la taille de D-out. Donc imaginons que notre layer ici, il map 10 valeurs à par exemple 20 valeurs. Donc il expand 10 valeurs vers 20 valeurs, 10 features jusqu'à 20 features. Et du coup ici la taille, c'est la taille des données de sortie, donc 20. Et la matrice des poids, c'est une matrice à deux dimensions. Une dimension, c'est D-in, donc le nombre de données en entrée, et la seconde dimension, c'est D-out, le nombre de données en sortie. Ok, on peut implémenter le forward pass. Donc, ce qu'il dit, c'est simplement la définition du MLP. Donc, le MLP, c'est simplement Y, ma sortie, égale WX plus B. Okay. Donc je peux implémenter cette formule directement, WX plus B, ou alors je dois faire attention à mes dimensions. Et ici, pourquoi je ne fais pas simplement directement WX plus B? En fait, j'ai X, on a le batch size. Donc en fait, WX plus B, c'est si j'ai une seule donnée. Mais si on a plusieurs données, donc en fait, X, sa taille, c'est pas D-in, simplement par exemple 10 units, 10 valeurs. Si on a un batch size par exemple de 128, alors je vais avoir 128x qui ont 10 données en entrée. Alors ce que je préfère, c'est faire une boucle et calculer donc batch size fois, donc par exemple 128 fois WX plus B. Mais si en réécrivant l'équation comme ceci, je peux faire tout le calcul d'un coup.
Donc je peux faire mon calcul matriciel pour toutes mes données dans mon batch size. Donc là, je vous laisse un peu réfléchir à ça. Réfléchir à la taille de X, réfléchir à la taille de W. Pourquoi est-ce qu'on doit transposer W avec le poids T? Mais du coup, ça permet que ça matche en termes de dimension. Ok. Alors, ligne 14, pourquoi est-ce qu'on fait self poids X égale à X? On va voir ça dans un instant. Donc, le forward pass, c'est ce qu'on va utiliser pendant l'inférence. On reçoit des données en entrée et du coup, on calcule nos données en sortie. Et on fait ça de manière séquentielle. On applique plusieurs layers un après l'autre pour avoir la sortie finale du réseau de neurones. Mais pendant l'entraînement, ce qu'on doit faire, on doit calculer les gradients et mettre à jour les poids. Donc encore une fois, je fais l'hypothèse que vous connaissez tout ça. Je ne vais pas réexpliquer ces concepts fondamentaux. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Et je pourrais par exemple écrire un PDF qui décrit tout ça. Donc le backward pass ici, ce que je dois faire, c'est calculer le jacobien de la transformation. Et c'est souvent là qu'on commence à voir la différence entre les personnes qui ont vraiment une connaissance approfondie des réseaux de neurones et du machine learning et des gens qui ont seulement une connaissance superficielle ou les gens qui pensent qu'ils connaissent. Par exemple, des fois en entretien, les gens ils pensent qu'ils connaissent, qu'ils savent implémenter un MLP. Au final, c'est très simple, forward pass, backward pass, on a vu ça à l'université. Mais une fois qu'on a implémenté cette fonction, qui au final ne prend que 3 lignes, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Donc en fait, on doit calculer quoi dans ce backward pass? On doit calculer le jacobien de cette transformation. Mon MLP, ça fait une transformation. Ça prend des données en entrée, ça crée des données en sortie, c'est une fonction. Et du coup, on doit calculer le jacobien. Donc, pourquoi je dois calculer le jacobien? Ça me permet d'après appliquer la chain rule. Je pense qu'en anglais, en français, c'est la règle des dérivés en chaîne. Je pense que ma traduction n'est pas bonne. Mais du coup, ici, on a la chain rule. Et du coup, on va devoir faire une propagation des gradients. Et du coup, ici, le jacobien de ma transformation, c'est self.w. Encore une fois, ici, je ne rentre pas dans les maths. Je vous laisse essayer de faire les calculs et de retrouver ces équations. Et encore une fois, si vous voulez, je peux mettre à votre disposition un PDF. Et alors, une fois qu'on a ce jacobien, je dois faire une multiplication matricielle entre grad out et self.w parce qu'en fait, c'est la chain rule of derivatives. Je fais la propagation des dérivés. Donc ça, c'est pour... en fait, cette dernière ligne, la ligne 20, ça permet de pouvoir donner... Ici, on voit que notre backward pass, il prend notre grad out. En fait, ça va permettre de retourner le grad out approprié au bloc précédent. Donc ça, c'est pour donner de l'information au bloc précédent. Mais pour ce bloc-ci en particulier, une fois que j'ai calculé ma loss, donc ma perte, donc la perte va me dire comment je vais devoir ajuster mes poids et mon billet. Tout ça, je le fais grâce aux dérivés. Donc en fait, une fois que je reçois grad out en entrée, je peux calculer comment je dois mettre à jour comment je dois mettre à jour W et B. Et du coup, je vais pouvoir le faire en calculant les gradients. Donc ici, j'ai appelé mes gradients delta W, delta B. Et en fait, l'équation de mes gradients, c'est simplement cette formule, ligne 18 et 19. Et du coup, ces gradients dépendent de grad out, mais du coup, quelle que soit la fonction de perte que j'utilise, par exemple l'erreur au carré, la L1 loss ou n'importe quelle loss que j'utilise, ce code sera générique et fonctionnera parfaitement. Je ne dois pas recalculer mes gradients pour n'importe quelle fonction de poids. Et c'est pour ça que PyTorch, TensorFlow, JAX sont des frameworks qu'on appelle Automatic Differentiation. Donc ça fait une différenciation, une dérivée de manière automatique. Et du coup, c'est vraiment comme des blocs Lego qu'on peut assembler les uns comme les autres. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ici, c'est très facile de créer un nouveau bloc. Il suffit d'implémenter le forward pass, le backward pass, et puis alors on peut les combiner très facilement. Donc si vous voulez, dans PyTorch, vous pouvez vous-même implémenter votre propre layer. Imaginons que vous êtes un chercheur, vous développez une nouvelle méthode, vous pouvez facilement intégrer votre nouveau bloc dans PyTorch. Ok, donc on a fait le plus dur, on a implémenté le MLP. Maintenant, ce qu'on peut implémenter, c'est quelque chose de très simple, c'est le Sequential Neural Network. Donc en fait, c'est simplement notre réseau de neurones qui va être une séquence de différents layers. Et alors ici en entrée, simplement on prend une liste de blocs. Par exemple, on prend plusieurs MLP les uns à la suite des autres.
Et alors le forward pass va être très simple. En fait, on va simplement propager l'information d'un bloc à l'autre. Donc je reçois mon X en entrée, par exemple une image. Je calcule des features en montrant l'image au premier bloc. Et puis alors, ces features, je vais les montrer au deuxième bloc, etc. Donc en fait, on va vraiment propager l'information. Ok. Le backward pass, c'est très simple. On part du grad out. Donc le grad out va nous être donné par la fonction de perte. On va implémenter ça dans un instant. Et du coup ici c'est l'inverse. Mais du coup ici, au lieu de traverser les blocs dans l'ordre chronologique, on va faire l'inverse. Cette fois-ci on part de la sortie, donc de la perte. Et on va de la perte jusqu'aux entrées du réseau de neurones. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qui est très important dans les réseaux de neurones, ici, notre MLP, Wx plus b, c'est une fonction linéaire. Donc ça veut dire que si mon réseau de neurones est fait seulement de MLP, mon réseau de neurones ne pourra pas approximer... Au final, mon réseau de neurones ne pourra qu'approximer des fonctions linéaires. Ok, c'est peut-être un peu fort comme affirmation, c'est pas vraiment vrai, mais mon réseau de neurones va être limité. Il ne pourra pas approximer tout type de fonction. Et alors, il y a ce théorème qu'on appelle Universal Approximation Theorem. Donc, encore une fois, c'est très important de connaître ça dans des entretiens machine learning. Donc, en fait, ce théorème, il dit qu'on doit ajouter des non-linearity, donc des fonctions non linéaires dans notre réseau de neurones. Et si on fait ça, dans certaines conditions qui sont théoriques, à la limite à l'infini, notre réseau de neurones est une fonction universelle. Ça veut dire que notre réseau de neurones peut approximer n'importe quelle fonction. Donc en fait, ce qu'on fait quand on implémente un réseau de neurones, dans la vraie vie, il y a un processus physique qui fait en sorte que ça transforme certaines entrées en sorties. Et nous, avec notre réseau de neurones, on essaie d'approximer ce processus physique. Et du coup, si notre réseau de neurones est puissant assez, si on l'entraîne assez, avec assez de ressources, on va pouvoir approximer cette fonction. Okay, et du coup, c'est pour ça qu'on doit ajouter des fonctions non linéaires. Et ici, on a le ReLU. Donc en fait, le ReLU, c'est quoi? Si on fait un plot, par exemple, c'est simplement une fonction qui retourne 0 si x est plus petit que 0 et x si x est plus grand que 0. Et du coup, ça va vraiment casser, il y a cette non-linéarité en 0 et ça permet d'approximer des fonctions plus complexes. Donc on a le forward pass et puis alors pareil, le backward pass. Je ne rentre pas dans les maths, mais une fois qu'on a les maths sur papier, on peut l'implémenter directement. Ok. Alors je pense que c'est la dernière grosse étape et après on aura fait le plus dur. On pourra simplement mettre nos blocs de Lego ensemble et entraîner notre réseau de neurones. Donc le log softmax, c'est une fonction de coût. Donc par exemple, on a l'erreur au carré quand on fait une régression. Le log softmax, c'est quand on veut faire de la classification. Donc mon réseau de neurones, il va prédire des probabilités. Par exemple, je pense que cette image, c'est l'image d'un œuf. Et alors cette fonction, le log soft... Ok, désolé. Je suis en train de parler de la negative log likelihood loss. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Ici, le log softmax, c'est simplement une fonction d'activation, un peu comme le ReLU. Okay, donc en fait, c'est le softmax. Le softmax, c'est quoi? C'est lorsque j'ai plusieurs probabilités. Donc mon réseau de neurones, il va, par exemple, prédire 10 valeurs. Ces 10 valeurs, on va dire que c'est des probabilités. Par contre, mon réseau de neurones ici, Wx plus b, il peut produire n'importe quelle valeur entre moins l'infini et l'infini. Donc ici, on n'a aucune garantie sur les valeurs que le MLP va retourner. Ça dépend de x, ça dépend de w et ça dépend de b. Donc on n'a aucune garantie sur les valeurs de sortie. Si j'ajoute un ReLU, du coup, ça va faire en sorte que les valeurs soient toujours positives, parce que le ReLU, en sortie, on a toujours quelque chose plus grand ou égal à 0. Mais si je veux que mon réseau de neurones il me sorte des probabilités, les probabilités, elles ont 2 ou 3 critères importants. Le premier critère, c'est que les probabilités doivent être entre 0 et 1. Et le deuxième axiome, c'est que la somme de mes probabilités soit égale à 1. Et du coup, le softmax, si vous ne connaissez pas, mais je suppose que vous connaissez si vous avez déjà un peu d'expérience en machine learning, c'est une fonction d'activation qui va faire en sorte de normaliser mes sorties
et ça va faire en sorte que mes sorties soient entre 0 et 1 et que la somme de toutes mes probabilités soit égale à 1. Et des fois, en machine learning, on prend le log, on travaille avec le log, au lieu de travailler avec les probabilités, on travaille avec leur logarithme, parce que ça permet d'avoir des entraînements plus stables. Okay, donc ça, ça fonctionne également en statistique classique. Souvent, on travaille avec le log des probabilités plutôt que les probabilités directement. Ok. Et alors ici, on veut utiliser le log SUMEXP. Donc là aussi, c'est une fonction très importante à connaître. Si je dois calculer le log d'une somme d'exponentielles, en fait, il y a une façon de faire ce calcul. C'est juste de l'algèbre et de l'arithmétique. Je peux réécrire mon équation en jouant avec les probabilités des logs et des exponentielles pour que le calcul soit plus stable numériquement. Donc en fait, soit ce que je fais, je prends l'approche naïve, j'implémente mes exponentielles, je prends l'exponentielle de mon x, et puis je prends la somme, et puis je prends le logarithme. Donc ça, entre guillemets, c'est une approche naïve, une approche de débutant, entre guillemets. Si quelqu'un fait ça dans un entretien pour un job avancé en machine learning, c'est très mauvais signe. Et du coup, c'est très important de connaître ce genre de fonction. Donc en fait, le résultat sera le même. Si ça dépend des valeurs de x, mais ça va permettre, en l'implémentant d'une certaine façon, donc ici on ne va pas l'implémenter nous-mêmes, on va faire confiance à cette fonction de SciPy, mais il n'y a rien de complexe, on aurait pu l'implémenter nous-mêmes, c'est 3-4 lignes de code, pour faire en sorte que ce calcul soit plus stable numériquement. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand x est très faible, enfin que les valeurs de x sont très basses, on va avoir des erreurs, parce qu'on travaille avec des bits, on va avoir des erreurs d'arrondi, et le résultat ne sera pas juste. Et quand x sera très grand, l'exponentielle de quelque chose de très grand, ça va exploser, et du coup on va avoir des valeurs not a number ou des valeurs infinies. Okay, et le fait d'utiliser ce log SUMEXP, ça résout ce problème. Mais encore une fois, c'est juste de l'algèbre et c'est une différente façon de faire le calcul. Ok, donc on implémente le forward pass du log softmax, then on peut implémenter le backward pass. Ici, vous voyez que ça a l'air assez complexe, mais encore une fois, il suffit de dériver les équations mathématiquement, et puis alors une fois qu'on les a sur papier, on les implémente dans le code. Et encore une fois, je dois juste faire les maths pour ce bloc en particulier. Je ne dois pas connaître quels sont les blocs avant, quels sont les blocs après, quelle sera la fonction de perte. Je fais juste mes maths pour ce bloc-là en particulier, et après je peux le combiner avec n'importe quel autre bloc. Donc c'est très puissant. Ce qui rend également aussi ce calcul un peu complexe, c'est, enfin plutôt pas le calcul mais l'implémentation, c'est que je dois faire grad out. Encore une fois, c'est pas pour un seul point, une seule donnée x. Je dois faire en sorte de pouvoir traiter plusieurs données d'un coup. Par exemple, j'ai x, bon, le batch size c'est 100, donc j'ai 100 x en entrée. Ici, je fais tous mes calculs pour mes 100 x en parallèle. Ok, et maintenant on y vient au negative log likelihood loss. Donc en fait, ça prend quoi en entrée? Ça prend mes prédictions, les probabilités que le réseau de neurones sort. Ici, on prend en entrée l'index de la vraie classe. Donc par exemple, mon réseau de neurones, imaginons qu'on classifie les chiffres. Mon réseau de neurones me sort 10 chiffres. Je reçois un index en entrée. Imaginons que je reçois, mon réseau de neurones prédit 10 probabilités. Et ici, ça va me dire laquelle je dois regarder, laquelle est la vraie probabilité. Donc pour cette image, mon réseau de neurones m'a sorti 10 probabilités, mais la vraie classe de cette image, c'est une image de 3. Et du coup, en utilisant cette information, je peux implémenter ma loss. Et du coup, en fait, ici, je vais simplement aller regarder les probabilités que mon réseau de neurones m'a sorti pour cette classe-là en particulier. Ok, ici, pourquoi on a cette boucle for? Parce qu'en fait, ici, encore une fois, on a plusieurs prédictions pour plusieurs données en entrée. Et pareil pour les classes. Si on a fait 100 prédictions, on a 100 vraies classes. Et du coup, ici, pourquoi on a le moins? Donc, en fait, si je fais la somme des probabilités que le réseau de neurones a sorti pour les vraies classes, donc imaginons que je reçois une valeur de 100 au final. Donc, c'est la probabilité que le réseau de neurones donne aux vraies classes. On veut maximiser cette probabilité parce qu'on veut que le réseau de neurones donne une grosse probabilité aux vraies classes. Mais si on a le moins, parce qu'en fait, ce qu'on va faire quand on va optimiser notre réseau de neurones, on va minimiser la perte. Donc ici, on va mettre un moins. Parce qu'ici, ce qu'on va faire, on va minimiser quelque chose. Nous, ce qu'on veut, c'est ce terme, on veut le maximiser.
Mais du coup, plus tard, on sait qu'on va faire on va minimiser quelque chose. On va faire le moins d'un moins, ça fera plus. On va minimiser l'opposé de ce qu'on veut maximiser. Et du coup, on aura plus. Ok ? Ici, j'ai appelé ça la negative log likelihood loss. Donc, ça veut dire que plus tard, parce qu'encore une fois, on veut implémenter nos blocs sans faire attention à ce qui va se passer plus tard. Mais ça veut dire plus tard, je peux utiliser cette perte, cette fonction de perte, et je sais que c'est une fonction négative que je veux minimiser. Ce que j'aurais pu faire, c'est simplement implémenter la log likelihood loss, ne pas mettre le moins, mais du coup expliquer dans ma documentation que c'est quelque chose que je dois maximiser. Et du coup, alors je peux dans mon code plus tard, ce que je fais au lieu de minimiser, je maximise. Okay, mais ici, c'est explicite que cette fonction de perte, il faut la minimiser. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, on met un moins. On ne fait pas attention à ce qui va se passer plus tard. Ici, je veux que ce bloc que j'implémente, ce soit une fonction de perte qu'il faut minimiser. Okay, et alors, comme d'habitude, on peut implémenter le backward pass. Donc ici, il n'y a pas de grad out, okay, parce qu'ici, c'est vraiment la fin. On arrive vraiment à la fin. Donc le réseau neurone, il prend les entrées, il produit les sorties. Les sorties, on va les comparer aux vraies données. Ça nous donne une fonction de perte. Ça nous donne une perte. On est vraiment tout à la fin de la chaîne. Et puis alors, on repart dans l'autre direction. On va créer le premier grad out, le jacobien de cette transformation. Le jacobien qui va faire le mapping entre mes entrées ici et ma perte. Okay, je calcule le jacobien de cette transformation. Et puis, je peux la propager dans les layers qui précèdent. Ok. Et alors ici, on utilise cette fonction clé en Python, call. Donc en fait, ça me permettra, on y reviendra dans un instant, c'est simplement du Python basique. Mais si vous ne connaissez pas cette fonction call, on va y revenir dans un instant. Ok. Donc maintenant, on a créé tous les blocs. Ah non, on doit créer l'optimizer. Donc en fait, ici, ce qu'on a, et en fait, c'est ce que vous avez déjà vu quand vous implémentez des réseaux neurones en PyTorch, par exemple. Vous avez la classe MLP, par exemple, Sequential, vous avez la classe ReLU, LogSoftMax, Negative Log Likelihood Loss. Donc tout ça, ce sont des classes que vous avez en PyTorch, qu'on a implémentées en partant de zéro. Et puis alors, il y a également l'optimizer, qui va permettre de regarder ces gradients que vous avez calculés. Donc tout ça, c'est calculé automatiquement dans PyTorch quand vous appelez dot backward. Vous calculez tous ces gradients. Et puis alors l'optimizer ici va permettre de mettre à jour les poids grâce à ces gradients. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore mis à jour les poids. Donc pour l'instant, on n'a encore aucun mécanisme qui met à jour notre réseau de neurones. Et ici, ce optimizer va utiliser les gradients pour mettre à jour les poids et les biais. Ok. Donc l'optimizer, il prend quoi? En entrée, il prend un réseau de neurones, donc un sequential neural network, et un learning rate, donc un paramètre qui va nous dire si je fais une grande direction, un grand pas, une grande mise à jour des poids dans la direction du gradient, ou si je fais un petit pas. Et c'est aussi ce paramètre fondamental, mais voilà, ça je suppose que vous le savez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, quand j'appelle la fonction step sur mon optimizer, je vais itérer sur tous mes blocs dans mon réseau de neurones. Et si c'est un bloc qui doit être mis à jour, par exemple le MLP, parce que tous les blocs ne doivent pas être mis à jour, par exemple le ReLU, il n'a pas de paramètres. Okay, donc le ReLU, il n'y a aucun paramètre à mettre à jour. Ce n'est pas le cas de toutes les fonctions d'activation. Il y a des fonctions d'activation qui ont des paramètres à mettre à jour. Mais ici, pour l'instant, dans ce qu'on a implémenté, on a seulement le MLP qui doit être mis à jour. Donc en fait, ici, on fait simplement une mise à jour dans la direction du gradient et on fait un pas dont la magnitude, c'est le learning rate. Ok. Et maintenant, finalement, on a implémenté tous nos blocs. On va pouvoir implémenter notre fonction d'entraînement. Si vous êtes familier avec PyTorch, à partir de maintenant, ce sera vraiment la même chose qu'en PyTorch ou dans n'importe quel autre langage de machine learning. C'est juste que maintenant, au lieu d'utiliser un modèle ou un optimizer PyTorch, on va utiliser nos blocs que nous venons de créer. J'en profite pour faire une pause. C'est une nouvelle chaîne YouTube. Si pour l'instant, si vous êtes toujours là et que vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un commentaire, même un bête commentaire, ça a vraiment aidé à propulser cette chaîne.
J'ai encore plein de vidéos très intéressantes à faire sur l'IA générative, sur les GAN, sur les modèles de diffusion, sur les modèles de langage, sur l'apprentissage par renforcement. Vraiment plein de vidéos très intéressantes à venir. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à propulser cette chaîne, partagez et faites tout ce que vous pouvez faire. Merci beaucoup. Ok, donc on continue. On a le modèle en entrée, Optimizer, notre dataset d'entraînement. Donc on a nos données X, Y. X, c'est les entrées, Y, c'est les sorties, donc les classes. On a notre fonction de coût. Par défaut, on utilise Negative Local Loss, le nombre d'époques et le batch size. Okay, donc on va itérer simplement pour le nombre d'époques. Donc le nombre d'époques, c'est quoi? C'est combien de fois on veut voir le jeu de données complet. Donc ici, on va voir 100 fois le jeu de données complet. Ici, on aurait pu implémenter un data loader pour éviter tout ça, toutes ces maths autour des données. Mais voilà, ici, on le fait très simplement. Donc en fait, ici, ce que je fais, je choisis. Je sais que mon batch size, c'est 200. Potentiellement, dans mes données ici, c'est plusieurs millions d'images ou de données si je ne travaille pas avec des images. Donc ici, je tire aléatoirement 100 données de mon dataset. Ok, donc j'appelle ça X et target. Je fais une prédiction. Donc j'envoie mes données X dans mon réseau de neurones. Il me fait des prédictions. Donc il va me prédire, si je fais de la classification, il me prédit des probabilités pour chacune des classes possibles. Ensuite, je calcule par rapport aux vraies classes, quelle est la perte, okay, la loss, la perte. Ici, je vais simplement la traquer, ligne 111, on la traque dans une liste. Ensuite, on appelle la fonction backward. Donc en fait, backward, ça fait quoi? Ça calcule le gradient en sortie. Donc ça calcule le jacobien de la fonction de perte. Et puis alors, je vais nourrir, je vais donner ce grad out à mon réseau de neurones, donc à mon sequential neural network. Ici, je donne mon grad out pour qu'il propage le grad out à tous les layers. Okay, en PyTorch, la ligne 112 et 113 est regroupée en une seule ligne de code. On aurait pu le faire, mais pour la simplicité, ici on le fait en 2 lignes de code. Okay, donc en fait, ici j'ai fait tout ce que PyTorch fait lorsque vous appelez votre modèle, vous calculez la perte, vous appliquez .backward, on a fait tout ça. Et maintenant, ce qu'on peut faire, maintenant qu'on a calculé les gradients, on peut mettre à jour les poids en utilisant l'optimizer. Donc là, si je fais une boucle de ceci, si je m'arrête ici, à la ligne 116, je viens de faire une update, une mise à jour de mes poids. Okay, alors là, on a entre guillemets fini. Ce qu'on peut faire, c'est tout mettre ensemble. Donc on utilise la fonction load data de Keras pour avoir nos données d'entraînement et de test. Donc ici, ce sont les données MNIST, donc des images de chiffres. Ici, on va les process parce que les images vont de 0 à 255. Donc ici, on fait en sorte qu'elles aient de moins 1 à 1. Et alors ici, on va changer la taille des données. Les données, c'est des images, donc c'est des matrices à 2 dimensions. Nous, on utilise pour l'instant des MLP, on n'utilise pas de réseau de convolution. Et du coup, on va changer la taille pour que ça devienne seulement un vecteur à une dimension. Et c'est pour ça qu'on fait ce reshape. Donc, d'une image de 28 pixels par 28 pixels, on transforme ça en un vecteur de 784 pixels. Et alors, ça va nous permettre, au réseau de neurones de travailler avec ces données. Ensuite, je crée un réseau de neurones très simple. Donc, on a 3 layers. Donc, en entrée, on a 28 x 28 parce que ce sont le nombre de features sur mon image. J'ai 28 x 28 pixels. Donc, j'ai 784 données en entrée. Et en fait, le réseau de neurones va devoir comprendre, en trouvant les bonnes valeurs de poids et de biais, comprendre comment transformer ces 784 valeurs en des probabilités pour savoir de quelle image il s'agit. Okay, donc en fait, ici, on va de 784 valeurs à 128. Ensuite, on applique un relu. Encore une fois, le relu est très important. Il permet d'approximer cette fonction qu'on veut apprendre. Sans le relu, très probablement, on n'aurait pas de très bons résultats. Vous pouvez essayer. Ensuite, on va de 128 valeurs qui ont été prédites vers 64. Et finalement, de ces 64 valeurs qu'on a prédites, on va sortir 10. Et ces 10 valeurs, ce sont nos probabilités. Si je m'arrête ici, encore une fois, ces 10 valeurs, ça peut être n'importe quoi. Ça peut aller de moins à l'infini à l'infini. Et du coup, j'utilise un log softmax
pour que ces 10 valeurs qui soient prédites soient vraiment des probabilités. Je crée mon optimizer, donc je lui donne en entrée le MLP, je lui donne en entrée le learning rate, et alors je peux simplement appeler ma fonction train avec tous mes paramètres pour lancer l'entraînement. Encore une fois, ça va très vite. Sur mon Mac, ça prend 20 secondes. Et finalement, on peut calculer on peut calculer les performances de notre réseau de neurones. Donc en fait, on va prendre toutes les images dans le test set. Donc c'est 10 000 images que le réseau de neurones n'a jamais vues. Donc c'est très important d'avoir un training set et un test set. Le test set permet de faire en sorte qu'on teste le réseau de neurones dans des conditions réelles, sur des images qu'il n'a jamais vues. C'est ce qui va se passer quand je vais le déployer, mon modèle. Donc je prends 10 000 images que le modèle n'a jamais vues. Je lui demande quelles sont ses prédictions et je vérifie si ces prédictions collent ou pas avec la réalité. Et alors, simplement en utilisant ce code, encore une fois, avec seulement 20 secondes d'entraînement, vous allez voir que vous aurez des prédictions de 98%. Donc, sur 100 images, vous pouvez en prédire 98 correctement. Voilà, donc c'est la magie du machine learning. Encore une fois, c'est une tâche très simple. Quoi qu'il en soit, ce code est court mais rigoureux et vous pourriez très bien implémenter des tâches beaucoup plus complexes. Ok, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous, commentez la vidéo et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo.